En fait, ou un allègement de dette, ou une aide pour construire des infrastructures plus durables, mais ça peut être aussi tout autre chose. Quand c'est possible, ce qui n'est pas forcément évident compte tenu des dommages irréversibles que nous faisons subir à la planète, mais quand c'est possible, un État peut aussi être amené à restaurer ce qui a été perdu. Ça peut aller de la reconstruction de maisons, ou d'entreprises détruites par un ouragan, ou un incendie de forêt causé par le changement climatique, ou à la restauration d'écosystèmes endommagés, reforestation, restauration de tourbières par exemple. Dans certains cas, ça peut être aussi simplement des excuses et la reconnaissance des torts causés, et la reconnaissance du droit à la survie et à l'autodétermination des populations aussi, ça c'est important. Face à l'élévation du niveau de la mer par exemple, les populations ont le droit de sauver leur vie, de partir, d'être aidées pour ça, qu'on leur trouve des solutions et des solutions qui correspondent à ce qu'elles souhaitent. Enfin, je précise qu'il n'y a pas que les États qui peuvent être tenus pour responsables, il y a aussi les entreprises qui sont sous leur juridiction, qui peuvent être donc concernés par cet avis. Alors Jeanne, encore faut-il établir un lien direct entre le préjudice et la responsabilité exacte d'un État. Oui, c'est là où ça se corse. Si la Cour a reconnu qu'il peut être difficile de calculer le montant exact des dommages causés par la destruction du climat, ou de dire quelle est la responsabilité exacte d'un État par rapport à un événement précis, eh bien, ça n'est pas impossible, donc on peut le faire. Par exemple, après un cyclone, il faut être capable de dire quelle est la part du changement climatique dans cette catastrophe en particulier et à quel point cet événement est naturel ou non. Déterminer aussi quelle est la responsabilité de l'État dans le changement climatique ou dans le fait de ne pas s'y être préparé, de ne pas avoir adapté ses infrastructures ou de ne pas avoir mis en place un système d'alerte précoce pour la population, par exemple. Donc c'est pas simple d'établir tout ça, c'est vrai, mais aujourd'hui la science le permet. On sait dire à quel point une catastrophe climatique a été rendue plus probable par le réchauffement de la planète à cause des activités humaines et à quel point un État a contribué à ce réchauffement en regardant ses émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Papson, vous aviez une deuxième question. Alors Papson, on vous écoute. Alors Papson, on a manifestement perdu le lien avec Papson qui nous appelait de Camina dans le sud de la RC. Alors je vais reformuler la question qu'il nous a adressée. Jeanne, que change concrètement l'avis de la CIJ sur la reconnaissance du changement climatique comme une menace existentielle pour l'humanité? Alors c'est une menace existentielle, ça veut dire que les États et les entreprises doivent tout faire pour limiter le changement climatique. Et en plus, la Cour reconnaît, je cite, le droit humain à un environnement propre, sain et durable est essentiel à la jouissance de tous les autres droits. En d'autres termes, cette menace existentielle du changement climatique porte atteinte aux droits de l'homme. C'est ce que dit la Cour. Ça veut dire que les États sont responsables devant la loi en vertu des traités de l'ONU sur le climat qu'ils ont signés, comme l'accord de Paris notamment, qui est discuté chaque année au COP, mais aussi ils sont responsables en vertu du droit international général et du droit coutumier et d'autres traités, comme ceux relevant des droits